Alors, j'avais déjà écorché la Société française d'études de traitement de la douleur, on l'appelle la Société française de la douleur. Excuse-moi, Didier, voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Est-ce qu'il est pertinent de dissocier la douleur et la souffrance? Est-ce qu'il est pertinent de dissocier le senti et le ressenti? Et est-ce qu'il est pertinent de dissocier le senti et le ressenti dans les maladies neurodégénératives? Je crois que c'est tout ça, des questions qu'on va poser aujourd'hui et qu'on va vous poser tout particulièrement. Et je pense qu'il est tout à fait important, en commençant, d'avoir effectivement une vision philosophique de la souffrance. Donc on va demander à Madame Buston de venir nous dire comment le philosophe aborde le problème aujourd'hui. Merci, Madame. Alors, on se dit 20-25 minutes, comme ça on peut discuter peut-être un petit peu. Merci. Ouais. C'est sur le... Bon, je suis Smadar Boustan et je suis ravie de participer à cette journée. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Et je remercie aussi chaleureusement Didier Bouassira de m'avoir permis de mener cette étude dans le cadre de notre unité de recherche INSERM à l'hôpital d'Ambroise Paré. En fait, ce dont je veux parler aujourd'hui, de la souffrance aux souffrants, parce que je suis philosophe, mais je suis aussi scientifique. Je travaille dans les deux domaines en parallèle. Et ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de parler aussi, parler de la philosophie, de la souffrance au point de vue philosophique, mais aussi de vous montrer notre travail de terrain, la philosophie sur le terrain, en parlant des souffrants et de la manière dont on applique, ou j'applique ces travaux de manière, dans un but assez pratique. La question qui se pose est en fait comment élucider et mesurer la souffrance humaine, et notamment chez le patient douloureux chronique. Ce que je vous demanderais, c'est je focalise sur le groupe de patients avec lesquels je travaille, mais vous pouvez évidemment élargir ce que j'ai dit dans les cadres de maladies neurodégénératives, évidemment. Le plan que je propose est le suivant. On va parler un peu de c'est vrai que c'est moi, j'oublie. Je veux parler de la définition de la souffrance et de la difficulté à définir la souffrance. Et puis, je vais demander est-ce qu'on peut développer une méthode pour évaluer la souffrance humaine, passant des concepts à la pratique. D'abord au laboratoire, en parlant de la souffrance liée à la douleur expérimentale. Je vais vous montrer un peu de résultats de ce qu'on a fait. Et ensuite, en clinique, auprès de patients douloureux chroniques. Ça change. Alors, il y a trois postulats sur lesquels j'aimerais insister, trois idées de base. Le premier consiste à demander de distinguer la souffrance de la douleur. Avoir mal n'équivaut pas à être mal. Et à ne pas oublier que la souffrance va un peu plus loin que la douleur. C'est un concept mère ou un phénomène mère. En 1994, le philosophe français Paul Ricoeur, qui m'influence beaucoup dans mon travail philosophique, a écrit un article qui est très court, très bref, mais qui a lancé pas mal des idées et qui explique en fait que la douleur, il évoque le fait que la douleur pure, quelque chose qu'on sait, qui est purement physique, va rarement sans quelques degrés de somatisation, et qu'il y a donc ce qu'il appelle un chevauchement qui explique les hésitations du langage ordinaire entre la souffrance et la douleur. Alors lui il parle de chevauchement, des hésitations dans l'amalgame entre souffrance et douleur. Moi je dirais d'une vraie confusion entre les deux termes. Ricoeur dit, nous parlons des douleurs à l'occasion de la perte d'un ami, mais nous déclarons souffrir d'un mal des dents. Alors bon, il y a déjà, si on regarde, il y a un problème d'utilisation du verbe et du nom, mais de manière plus globale, effectivement, il y a une confusion dans le langage ordinaire, on le voit aussi chez les patients, mais aussi dans le langage professionnel, à la fois philosophique et scientifique médical, entre le terme de souffrance et douleur. Et moi, je vous demande de retenir le fait qu'il faut distinguer les deux. Deuxième postulat, deuxième problème de base,
consiste à dire que la douleur est physique et la souffrance est mentale ou morale, ce qui n'est absolument pas vrai, d'abord. Et en plus, ça renvoie à une au dualisme qu'on connaît entre le corps et l'esprit. La douleur renvoie au corps et la souffrance à l'esprit. Ce qui est aussi pas vrai. Je vous montrerai après les dimensions de deux phénomènes et la manière dont il y a effectivement un chevauchement entre les deux. Troisièmement, pour avoir un repère dans la clinique, je pense qu'il faut oser. Il faut oser introduire et essayer de faire une évaluation de la souffrance dans la pratique clinique pour mieux traiter les patients. J'expliquerai après pourquoi. Alors, commençons par la philosophie. Et en tête, je ne présente pas toute la théorie aujourd'hui, ce n'est pas possible, mais voilà. Quand on essaie de définir un concept, et ça on connaît depuis déjà Socrate, c'est toujours la recherche du X. On demande par exemple, qu'est-ce qu'une chose? Alors quel est le X de la chose? On regarde cette chaise-là et on regarde cette chaise-là et on dit voilà, les deux, malgré leurs grandes différences, renvoient au même concept, malgré les formes différentes et les modalités différentes, renvoient au même concept de chaise. Dans la philosophie contemporaine, on parle de l'essence de la chose. Quand on regarde la souffrance, le problème en est qu'on n'a pas une essence qui explique le phénomène de la souffrance. C'est pour ça que je le présente toujours avec cette tortue à double tête. Il s'agit d'un phénomène de double nature qui est à la fois une émotion, en anglais je parlerai de feeling parce qu'il y a aussi l'aspect physique, et est une condition. Et j'explique. La souffrance en tant qu'émotion est un événement ou une expérience épisodique, elle est passagère. Elle peut durer longtemps, mais elle est quand même passagère, qui renvoie par exemple à la perte d'un emploi ou à une déception amoureuse, ou même à une maladie de laquelle on guérit, et qui fait qu'il y a une émotion négative qui nous domine. Là, je ne rentre pas dans tous les attributs de la souffrance, mais je parle de manière générale. Il y a un événement qui nous domine, une émotion négative qui nous domine et qui nous fait souffrir. Et du coup, cette expérience, elle est limitée dans le temps, mais elle a aussi une nature, plusieurs attributs, mais d'une certaine nature qui fait qu'elle nous marque, elle peut être même traumatisante, mais elle reste dans un cadre assez restreint. Tandis que quand on parle de la souffrance comme une condition, et comme une même condition existentielle, il s'agit d'une souffrance qui nous accompagne, parfois même tout le long le restant de notre vie, suite à la perte d'un enfant, suite à une maladie chronique. Elle peut être très forte, elle peut être atténuée, il y a des variations, mais elle est toujours là au fond, elle nous accompagne. Ça ne veut pas dire qu'on est destiné à un destin tragique, mais ça veut dire qu'il faut quand même accepter le fait qu'il y a une souffrance qui est au fond de nous et qui nous accompagne tout le long de notre expérience de vie. Et le problème en est que c'est très intéressant philosophiquement et il faut essayer de comprendre quelle est l'expérience de la souffrance, mais quand on fait des investigations à la fois en sciences et en clinique, il faut admettre dans ce cas-là, parce qu'on parle d'un phénomène de double nature, qu'il n'y a pas une définition exclusive de la souffrance. On n'a pas une essence, on n'a pas les X que Socrate a insinué dans la recherche de sens des termes. Ceci implique, et voilà ma proposition d'une solution philosophique, plutôt phénoménologique, si vous connaissez le courant, et qui permet après de faire un travail d'investigation à la fois au niveau de la science et de la médecine, et de ne pas chercher qu'est-ce qu'est la souffrance, mais de regarder le comment elle est vécue. On passe du quoi au comment. Et on passe du quoi au comment en regardant le vécu du souffrant, la manière dont il vit, son expérience de vie, et la manière dont la souffrance se dégage selon différents modes d'expérience. Ici, je parle de quatre modes ou quatre dimensions de la souffrance, physique, émotionnelle, mentale et existentielle, et je vous montrerai après comment je l'applique réellement dans le travail avec le patient. Je vais juste ajouter qu'en clinique, on a ajouté aussi la dimension sociale de la souffrance. Alors, la question principale qui se pose ensuite est la suivante. Peut-on représenter la souffrance liée à la douleur de manière méthodique et scientifiquement fiable dans les champs du savoir médical? Le but en est, c'est d'ailleurs mon but dans ma recherche, c'est de développer un outil pour élucider et évaluer l'expérience du souffrant,
mais pas un outil abstrait, plutôt un outil concret qui va être directement implantable dans les hôpitaux, qui va servir au corps médical et notamment aux médecins dans le cadre du programme de la prise en charge de la douleur. Mais on pourra élargir ça à d'autres maladies et d'autres domaines. Je vais maintenant passer à l'application de cette approche-là. Alors, rappelez-vous, une souffrance qui est un phénomène de double nature et on se concentre plus sur le qu'est-ce qu'est la souffrance, mais comment elle est vécue. On s'est dirigé ensuite, je me suis dirigée avec mes collègues en Allemagne et Luxembourg dans le cadre d'un très grand projet qu'on a mené pendant 5 ans. Ça s'appelle un projet PASCOM, c'est-à-dire de concept philosophique au mécanisme psychobiologique. On a, dans les deux groupes, pendant 5 ans, on a en fait étudié le phénomène de la souffrance liée à la douleur et la question de la douleur. Alors, j'ai commencé ce travail en examinant la souffrance liée à la douleur expérimentale dans les cadres très artificiels du laboratoire, et où on arrivait à montrer, on a travaillé avec des sujets sains, c'est-à-dire des étudiants en bonne santé. On a travaillé avec eux, ils ont reçu des simulations de douleur. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est très long à expliquer, mais les deux laboratoires on a fait un travail de fond où on a montré que la douleur se distingue de la souffrance. En fait, on est arrivé à montrer que, je vous montrerai tout à l'heure, les participants arrivent quand même sont capables de distinguer souffrance et douleur, bien que les deux sont effectivement liés, elles peuvent même être corollaires. Mais, alors ça c'est un premier constat, et un deuxième constat qui est vraiment conceptuel, parce qu'on avait un but assez large dans cette recherche, c'est de montrer que la douleur doit inscrire le concept de la souffrance dans l'évaluation même de la douleur. J'explique. Je vous présente mon modèle d'éventail. C'est un modèle, l'idée d'éventail était... attendez, je vais essayer de le faire, sinon je fais à la main. Vous voyez, l'idée c'est un éventail qui s'ouvre, comme ça. Plus on a mal, plus il y a douleur, plus on a... le fait que la douleur augmente entraîne une souffrance. Vous voyez l'axe de la douleur en bas, l'axe de la souffrance là-haut. Et en fait, l'idée en était que on utilise uniquement, notre critique était tournée vers le fait qu'on utilise uniquement 2 critères pour évaluer la douleur. Je parle maintenant de la douleur chez les patients ou les participants dans des expériences expérimentales, l'intensité de la douleur, à quel point ça vous fait mal, et les désagréments de la douleur, à quel point qui portent sur les caractères, évaluation du caractère désagréable de la douleur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait à l'hôpital. Nous, on a dit qu'il manque un certain niveau très élevé de la douleur, surtout quand il s'agit d'une maladie chronique. Il n'est plus question simplement du caractère désagréable de la douleur, mais il est aussi question de la souffrance que la douleur entraîne. Et du coup, c'est une troisième dimension, voilà, qu'il faut introduire dans les cadres de l'évaluation de la douleur. Alors, je vous montre, on a fait ces travaux et en fait ces expériences, et on a vu que vous pouvez très bien voir l'intensité, la capacité de participants à distinguer les 3 volets, c'est-à-dire intensité, désagrément et souffrance. Et vous voyez en rouge l'intensité, en bleu les désagréments et en vert la souffrance. Il y a une claire distinction conceptuelle. Et aussi au niveau du sens de la signification, j'ai passé des entretiens avec tout le monde pour montrer, pour valider aussi le sens que les participants ont donné à ces évaluations numériques. Ceci nous ont conduit à la définition de la souffrance liée à la douleur. Il s'agit, la souffrance liée à la douleur, d'un composant fondamental de la douleur qui exprime le point affectif et cognitif que le désagrément ne peut pas refléter. Je saute la définition. Ceci nous a conduit en fait à demander ou à faire appel à 2 choses. D'abord, conclure que les participants ou les personnes interrogées sont capables de différencier douleur et souffrance, premièrement. Et sur le plan scientifique et clinique, on a demandé à ce que
on accepte le fait que la douleur est composée de 3 dimensions, et quand on évalue la douleur, il faut introduire une échelle multidimensionnelle qui introduit l'intensité, les désagréments et la souffrance. Il était aussi question de convaincre le monde de la douleur d'inclure ces paramètres au niveau existentiel, je vous montrerai. Et moi, personnellement, je demandais à faire avancer un paradigme philosophique scientifique du rapport entre la souffrance et la douleur. Alors, pourquoi ça ne bouge pas ? Voilà, on a publié un premier article en 2015 dans la European Journal of Pain, dont l'intitulé c'est La souffrance est un composant indépendant de l'expérience de la douleur, mais elle doit être inclue dans l'évaluation de la douleur. Ensuite, je reviens à... Voilà, là vous voyez l'éventail, l'idée d'éventail un peu mieux, mais je reviens à... Voilà, ça c'est le format scientifique. Ce que je vais vous montrer, le point sur lequel je vais insister avant que je passe à la présentation de la clinique, parce que vous vous souvenez que je dis que l'idée a été de tourner de qu'est-ce qu'est la souffrance à comment elle est vécue, une investigation phénoménologique de l'expérience même que fait le souffrant. Et du coup, j'essaye de tourner le pointeur. Là, vous voyez à droite les 3 dimensions de la douleur, et là, vous voyez en bas les 3 dimensions de la douleur, et à droite les 4 dimensions de la souffrance. Il vaut mieux ajouter aussi une 5e, c'est celle de la souffrance sociale. Mais ça, je le fais dans les cadres du travail expérimental encore. Et de manière traditionnelle, la souffrance est définie à la suite de travaux de Melzack et Casey, de 1968 comme composée d'une dimension sensorielle, c'est-à-dire on voit la physiologie, affective, à l'émotion, et cognitive évidemment aux pensées. Nous, on a dit que cette définition-là oublie la dimension de la souffrance qui doit être inclue et qui s'exprime aussi bien dans la définition même de la douleur. Et en parallèle, je définis les 4 dimensions de la souffrance: souffrance physique, émotionnelle, mentale, cognitive, existentielle et sociale. Sociale, c'était vraiment la proposition de Didier Bouassira. Et je vais juste vous faire remarquer que la dimension existentielle, elle vient ici sous le niveau, en dehors de l'axe de la douleur, parce que ça a été fait dans les cadres de laboratoire et non pas qui est un cadre assez artificiel. Évidemment, le participant aurait reçu des simulations des douleurs qui ont entraîné une souffrance, mais comme ils l'ont dit, c'est pas une vraie souffrance de la vie, c'est pas la mort, c'est pas la perte d'un être cher. Et du coup, ils ont fait référence à la souffrance existentielle, mais en dehors du cadre du laboratoire. Mais conceptuellement, ils ont quand même inclus les 4 dimensions. Je vais juste, voilà, c'est de 2 équipes qui ont participé à ces travaux au Luxembourg en Allemagne. Et maintenant, j'aimerais passer à la clinique. En fait, la question qui se pose ensuite est: est-ce qu'on peut développer une méthode pour évaluer et élucider la souffrance liée à la douleur, pour travailler avec le patient et pour mieux comprendre le patient? Le souffrir, comme j'explique à partir de mon but théorique, c'est aider. En fait, le but est d'exposer la souffrance de l'indisposé, qui renvoie à l'incapacité partielle ou totale d'en les subir. Parce qu'avec la même nociception, c'est-à-dire avec la même condition, la même maladie, on voit que certains peuvent gérer la douleur, tandis que d'autres ne peuvent pas. Et on le voit, ces 2 cas de figure, de manière assez nette et claire dans la clinique, parce qu'il y a des patients qui ont mal, mais qui ne souffrent pas, et il y a des patients qui ont peu mal, mais qui souffrent beaucoup. Et ces 2 cas de figure sont très difficiles à détecter, et l'idée en est, c'est pour ça que je fais ce travail, l'idée en est de pouvoir introduire la dimension de la souffrance dans l'évaluation de la douleur pour dissocier souffrance et douleur, et dire, vous allez voir de manière plus concrète tout de suite pourquoi, de dissocier la souffrance et la douleur et dire, voilà, ça, ce comportement-là ou cette plante-là, elle relève du niveau de la douleur, tandis que cette plante-là, elle relève de l'expérience de la souffrance. Et du coup, le traitement qui va suivre, il va pouvoir être beaucoup plus ciblé. Merci beaucoup. C'est une excellente
introduction, même très profonde introduction, sur le sujet. Donc, quelques questions. Luis Garcia Larrea. Ça marche? Oui. Merci. Ça marchait? Non, bon. De toute façon, si vous m'entendez, c'est bien. Donc, merci d'abord pour cet overview. Et je trouve que c'est effectivement très important et admirable que dans vos questionnaires, vous ayez pu séparer ces différents aspects de la souffrance sociale, la souffrance du corps, etc. Parce qu'on se rend compte dans la pratique quotidienne, mais on se rend compte aussi dans la recherche de nos collègues philosophes, que ce concept de souffrance peut être parfaitement dissocié des aspects physiques et même émotionnels de la douleur propre. Et il n'y a pas longtemps, ça m'a beaucoup rappelé, j'étais à un colloque organisé aussi par des philosophes sur ce qu'ils appellent des douleurs déviantes. Et dans les douleurs déviantes, on peut mettre pratiquement le 50% des douleurs des patients, mais ils étudiaient comment la souffrance peut disparaître dans le cadre d'une douleur, ou au contraire, cette douleur peut répercuter sur un état de bien-être. Et non seulement dans des cas un peu borderline comme le masochisme, où parfois le bien-être augmente avec la douleur corporelle, donc dans un éventail qui s'ouvrirait dans deux sens différents, mais aussi dans des comportements que l'on voit tous les jours, comme les personnes qui subissent une procédure médicale douloureuse pour sauver un collègue ou pour sauver un familier, ou cette douleur physique retentit sur, non pas une souffrance, mais au contraire sur un état de plaisir, ou les gens qui, pour des raisons philosophiques ou religieuses, considèrent que leur douleur physique a une valeur de rédemption pour l'humanité ou pour quelqu'un d'autre, ou simplement, dans des côtés plus sociaux, les gens qui ont un statut social de douleur chronique qui retentit sur un état, non pas de souffrance, mais de bien-être social. Donc je pense que cette multiplicité fait qu'on ne peut pas assimiler douleur et souffrance. Et j'imagine que dans vos questionnaires, vous trouvez, j'imagine que vous les avez maintenant sur un échantillon très grand, et vous trouvez des dissociations importantes entre les différents types de souffrance et la douleur. Alors, bon, c'est un travail qui est en cours. Il faudra aussi, le fait que moi je présuppose que mon travail philosophique propose ces différentes dimensions. D'ailleurs, dans mon travail philosophique, je propose aussi la dimension spirituelle. Je ne l'ai pas introduit ici en France à cause des différentes raisons, mais alors, il faudra effectivement valider pour voir si le 4D ou les 5 dimensions qu'on propose reflètent bien l'expérience du patient. Ce qu'on a vu, c'est qu'au niveau de la souffrance physique, il y a un amalgame, ou du coup, il y a une identification importante entre la douleur et la souffrance physique. Mais bon, on est en train de le faire. Après, il faudra valider les choses statistiquement. Ce que je veux dire aussi au niveau du plaisir, du coup, de la non-souffrance qu'on peut en tirer de la douleur, c'est bon. Dans les cas cliniques, je l'ai vu moins. Disons que je l'ai pas vu encore. C'est vrai qu'il y a un apport, pour certaines personnes, il y a un apport de la souffrance, de la douleur, pardon, et du coup un aspect positif à en tirer. Mais étant donné que la douleur entraîne presque dans 99% une grande souffrance, je pense que le côté plaisir, il est assez... dans les cas d'une douleur chronique, parce qu'on parle d'une douleur chronique et pas d'une douleur aiguë. Voilà. Le côté positif, il est bien vite dissipé, malheureusement. Bernard Laurent. Il y a un aspect qui m'a intéressé, mais manifestement, vous n'avez pas voulu le développer parce que vous n'aviez pas le temps. C'est l'implicite, l'explicite. C'est pas facile de dire sa souffrance. Et quelquefois, effectivement, c'est plus dans des réponses automatiques ou par des tests vraiment implicites où le sujet n'est pas vraiment, contrôle pas vraiment sa réponse, qu'on va percevoir la souffrance. Récemment, j'étais dans un congrès avec des psychiatres à Poitiers où ils ont montré sur le risque suicidaire que c'était quelquefois les tests implicites qui étaient beaucoup plus prédicteurs du risque suicidaire que l'explicite. Comme si il y avait une espèce de prévention à dire,
Et comme s'il fallait parfois passer sur une espèce de cognition très émotionnelle, très automatique, pour savoir vraiment ce qui se passe en termes de souffrance. Donc ça m'intéresse, enfin c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais comment vous abordez la question de l'implicite? Bon, vous savez, vous touchez un sujet chaud chez nous, parce que c'est effectivement un débat qu'on a eu au début, et je suis très reconnaissante à Didier qu'il a permis quand même de faire cet essai. Je ne sais pas si on va garder ce volet explicite. Il faut qu'on voit, il faut savoir qu'il y a quand même on a découvert, enfin, moi j'ai découvert en tout cas, qu'il y a un effet de compensation de patients à travers suite à cette évaluation. Il y a une prise de conscience qui se fait, une prise de conscience dont nous on assure évidemment la personne est bien protégée. Alors c'est vrai que travailler de manière implicite c'est beaucoup plus certain, c'est la tradition. Et évoquer les choses de manière, découvrir les choses ou disons dévoiler les patients pour nous de manière implicite est beaucoup plus certain et beaucoup plus sécurisé d'une certaine façon. Par contre, je pense encore, mais il faudra voir à longue, on a 200 patients, j'ai 200 patients à voir. Il faudra voir quelle est la réaction des personnes vis-à-vis de cette partie explicite. Est-ce qu'elle est menaçante pour eux ou est-ce qu'elle est quand même possible à l'utilisation? Alors du coup, votre question est très pertinente pour nous. Oui, monsieur. La neurophysiologie de la perception et de l'action nous montre que tous les phénomènes perceptifs internes, externes, sont d'abord traités émotionnellement avant d'être traités intellectuellement. C'est la voie donc bottom-up. Et puis réactivement, il y a aussi un traitement supérieur du top-down. Le retour du sens entre le vécu émotionnel et la décision ou la volonté exprime effectivement l'intelligence. Le rapport, c'est que les physiologistes de la douleur montrent qu'il y a une médiation entre la douleur et la souffrance qui est celle de l'attention et de l'anxiété. L'anxiété, naturellement, celle dans laquelle il y a une emprise de la douleur qui, effectivement, fait s'effondrer le sujet à l'intérieur de sa sphère émotionnelle comme un horizon qu'elle absolutise sans intégrer un devenir dans l'histoire en advenir par rapport à toute l'expérience antérieure. La question que je pose est la suivante. Je reste au niveau du subjectif, de la subjectivité dans le rapport à la souffrance et la douleur. Dans quelle mesure, effectivement, la souffrance, si elle est traitée par des voies nerveuses supérieures, c'est un rapport intellectuel qui va déterminer une volonté et qui va naturellement, en raison, tout à l'heure ça a été dit, du point de vue de la personnalité, de la structure de la personnalité, du point de vue de la culture, du rapport à la douleur, du point de vue de la difficulté à verbaliser sa douleur dans des contextes où on apprend effectivement à souffrir en silence, voilà. Et donc à endurer. Et donc précisément la question que je pose, c'est est-ce que vraiment, d'un point de vue philosophique, et ça je viens plutôt d'une pensée hegelienne, donc celle qui, dans l'opposition, intègre l'opposition beaucoup plus que l'oppression, est-ce que le refus de souffrir n'accroît point la souffrance et que souffrir, et souffrir vraiment, c'est refuser de souffrir? C'est la question que je vous pose sur le plan philosophique. C'est tout mon travail. C'est vraiment le nerf de la question. En fait, vous savez, quand je définis la souffrance, je définis par 6 aspects fondamentaux, 6 critères ou 6 composants fondamentaux de la souffrance. Et qui font qu'effectivement il y a une saturation de la pensée, il y a une saturation au niveau intuitif, on ne peut pas absorber autant de matière pour la pensée, du coup on a tendance à dissimuler ou à nier notre souffrance. Il y a cet refus qui, à cause d'une saturation cognitive ou de l'intuition, mais il y a aussi le fait qu'il ne faut pas oublier, comme Ricoeur a dit, souffrir c'est souffrir trop. Et c'est ça c'est vraiment l'excès qui fait qu'on n'arrive pas ni à gérer, ni à accepter, ni à verbaliser.
Et l'idée en est, bon, pour la personne qui en souffre, évidemment, il y a des moments de prise de conscience importants, il y a des moments de refus pour pouvoir subsister, pouvoir traverser cette épreuve. Mais au niveau philosophique, ou surtout au niveau de ceux qui veulent proposer quelque chose pour évaluer la souffrance ou élucider la souffrance des autres, il faut quand même qu'on puisse pouvoir déceler ces moments d'ignorance ou ces moments morts de la personne qui souffre. C'est-à-dire que nous, ces matières grises qui restent indéfinies ou inconscientes au niveau du souffrant, que nous, on puisse quand même la détecter, la déceler pour pouvoir aider à la personne. Voilà, c'est une réponse très rapide. J'entends bien, je crois qu'on va s'arrêter là, mais Merci beaucoup. tout ce que vous avez soulevé, ma première question au départ, c'était effectivement quelle est la spécificité que les maladies neurodégénératives peuvent apporter à la souffrance. Et ce que vous venez de dire les uns et les autres me fait effectivement penser que les maladies neurodégénératives, et particulièrement la maladie d'Alzheimer, ou les maladies dans lesquelles il y a une déstructuration du fonctionnement cérébral, peuvent avoir aussi un impact considérable dans la façon dont la souffrance va pouvoir à la fois être ressentie et exprimée.